Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Merci de votre fidélité. Voici les titres de ce journal au sommaire. En marge de sa visite de travail au Sénégal, le président Paul Kagame a assisté à la finale hier de la Basket Africa League en compagnie du président Bassirou Diomaye Faye. Après ses 48 heures de visite, le président rwandais a quitté Dakar ce matin. Santé, focus sur les troubles osseux de l'enfant. Le traitement nécessite souvent une intervention chirurgicale. Nous avons été à Albert Royer, à Fann, avec les spécialistes sénégalais qui travaillent avec des étrangers. Des tonnes de petits pélagiques saisis par les douanes sénégalaises au Cap des Biches par les éléments de l'aire marine protégée de Gorée. La saisie, estimée à 100 millions de francs CFA, était en partance pour la sous-région. Fin des 48 heures de visite du président de la République du Rwanda au Sénégal, son Excellence Paul Kagame, a été raccompagné ce matin par le Premier ministre Ousmane Sonko à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff. Le président rwandais boucle ainsi une visite marquée notamment par sa présence hier à la dernière journée de la première phase de la Basketball Africa League au Dakar Arena, aux côtés du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. À son départ, le président rwandais a été salué par le Premier ministre Ousmane Sonko à l'aéroport militaire de Yoff. En visite de travail au Sénégal, le président Paul Kagame a été reçu ce dimanche par son homologue, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre Dakar et Kigali. Autour d'un déjeuner privé, les principaux enjeux bilatéraux ont été abordés. Le compte-rendu avec Aboubakry Kane. Une visite de travail qui vient consolider les liens d'amitié et de coopération entre le Rwanda et le Sénégal. À travers ces entretiens de haut niveau, le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue Paul Kagame ont passé en revue les divers aspects de la coopération bilatérale. Les discussions au cours d'un déjeuner privé ont porté notamment sur les moyens de renforcer les échanges commerciaux, économiques et culturels entre Dakar et Kigali. Des échanges qui consacrent, au-delà des enjeux bilatéraux, une parfaite convergence de vues sur des questions régionales et internationales. Au programme également, les deux chefs d'État sont attendus à Diamniadio pour les besoins de la conférence Sahara de la balle, la Basketball Africa League. Voilà, donc c'était la réception hier dans l'après-midi au palais du président rwandais par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Et puis, son homologue, le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue rwandais Paul Kagame ont assisté à la dernière phase donc, de la Basket Africa League BAL. La rencontre opposait l'AS Douanes du Sénégal et l'APR, Armée patriotique du Rwanda. Un match plaisant et très rythmé sous le regard des supporters de marque que sont les deux chefs d'État. Aboubakry Kane. Le palais des sports de Diamniadio ou Dakar Arena à l'honneur. Des hôtes de marque pour le compte de la dernière journée de la conférence Sahara de la Basketball Africa League. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Paul Kagame sont venus assister au match AS Douanes du Sénégal contre l'armée patriotique rwandaise APR. L'enjeu, c'est la qualification au Final 8 qui se tiendra au Kigali Arena du 24 mai au 1er juin. Un match très rythmé sous l'œil des présidents Diomaye et Kagame, dominé à la fin du premier quart-temps par les Gaboulous, 23 à 18. Des moments de communion avec la jeunesse amoureuse de la balle orange. De retour sur le parquet, l'AS Douanes accentue sa domination et gère tranquillement son avance. À la mi-temps, les Gaboulous tiennent les Rwandais à distance avec 16 points de plus au tableau d'affichage. Au terme d'un match maîtrisé de bout en bout, l'AS Douanes s'impose sur le score de 79 à 54.
Le président sénégalais se félicite de cette performance de l'AS Douanes. Les douaniers se qualifient ainsi pour les play-offs de la BAL 2024. Voilà donc la présence des deux chefs d'État hier au Dakar Arena. En santé, focus sur les troubles osseux chez l'enfant. Ils sont fréquents et leur traitement nécessite souvent une intervention chirurgicale. Malheureusement, il n'y a pas de chirurgien orthopédiste et pédiatrique au Sénégal. À l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann, les spécialistes comptent sur l'émission des partenaires étrangers pour soigner le maximum d'enfants. On en parle dans la rubrique santé avec Fanta Badji. Une déformation des membres supérieurs et inférieurs chez l'enfant. L'affection est un trouble osseux. La maladie est fréquente au Sénégal. Les déviations axiales des membres inférieurs, les puébo-varius équins, et également les malformations des membres supérieurs, comme les séquelles du plexus, des pathologies du plexus brachial. Les causes des maladies osseuses chez l'enfant sont diverses. La pathologie touche la structure du squelette et freine son développement. Ce sont des malformations qui peuvent être acquises, c'est-à-dire qu'au cours de la vie, l'enfant peut acquérir suite à un traumatisme, fracture ou suite à des infections, des malformations de l'axe du membre, ou bien naître avec. Il y a des pathologies, les enfants naissent avec, on remarque des déviations. Et pour ces pathologies-là, la prise en charge peut être très précoce. Par contre, pour les pathologies acquises, la plupart du temps, soit c'est une fracture qui entraîne ça. Au cours de la guérison, l'enfant présente une déviation anormale du membre qui était fracturé, ou au cours d'une infection qui a été prise en charge tardivement ou de manière inadéquate, ces malformations-là peuvent survenir. Une intervention chirurgicale permet cependant de corriger ces malformations. Mais il faut une prise en charge précoce pour éviter le handicap. La plupart du temps, c'est handicapant parce que les enfants, si c'est au niveau du membre, il y aura un défaut, l'enfant va boiter et plus la malformation est là, et plus elle peut être sévère et entraîner une inégalité de longueur parce que l'enfant a des os en croissance et sa croissance va être lésée par cette malformation-là et donc entraîner d'autres répercussions sur la croissance de l'enfant. Si c'est au niveau du membre supérieur également, l'enfant pourra avoir des retards d'acquisition par rapport à certains gestes, si c'est à la naissance. Il y a des pathologies où on peut avoir une guérison quasi gagnée. Si la sévérité n'est pas trop importante et si c'est pris en charge très tôt, l'enfant pourra acquérir au maximum de ses capacités, voire même avoir une vie tout à fait normale. Si c'est une pathologie qui a été prise en charge très tardivement, avec une sévérité qui est très importante, cet enfant-là pourrait perdre en guérison complète. Mais le but essentiel, c'est de rendre au membre la fonction initiale qu'il avait. L'opération délicate est assurée par des spécialistes étrangers. Les chirurgiens spécialistes de cette pathologie ne sont pas disponibles au Sénégal. C'est une mission qu'on organise 1 à 2 fois par année, qui se déroule une semaine à 10 jours. Donc, durant ces missions, on opère environ une quarantaine de malades. Selon moi, c'est très peu. Ça répercute directement sur la prise en charge de ces enfants-là, parce que de plus en plus, on voit des enfants qui ont des handicaps qu'on pourrait régler, mais le problème de ressources humaines et de formation bloque la plupart du temps. Le suivi des chirurgies osseuses est toutefois assuré par les équipes locales. Quand ils sont bien réveillés, on les amène, on les met dans leur lit. C'est là où on continue les soins, des pansements, des surveillances jusqu'à la sortie du malade. Minimum, c'est 3 jours d'hospitalisation. Les orthopédies, ces genres de missions-là, on n'a pas assez de place pour prendre tous les enfants. Une vingtaine d'enfants que tu dois opérer dans une semaine ou dans les 10 jours, tu es obligé de raccourcir la durée d'hospitalisation. C'est minimum 48 heures ou 112 heures d'hospitalisation. Nous sommes entièrement responsables du suivi de ces patients, ce qui également doit mettre le point sur la nécessité d'être formés localement pour pouvoir assurer non seulement la prise en charge chirurgicale, mais également un bon suivi pour permettre d'avoir un maximum de bons résultats. Les chirurgiens pédiatres invitent les autorités étatiques et universitaires à instituer la filière chirurgie orthopédie pédiatrique pour soigner le maximum d'enfants atteints de ces malformations osseuses. C'est des spécialités qui n'existent pas au Sénégal. Il faut aller ailleurs. Ils peuvent quand même accompagner les jeunes chirurgiens à aller se faire former. Comme ça, ils pourront revenir opérer nos malades et continuer ainsi la formation des jeunes. De nombreux enfants en pleine croissance vivent avec ces malformations osseuses. Tous ne peuvent bénéficier d'une prise en charge adéquate. Le déficit de plateau technique adapté
et le spécialiste constitue un réel problème pour eux et leurs familles. On s'amène à présent au Maroc pour le Festival international du cinéma de Khouribga. L'événement célèbre le talent et la créativité des cinéastes africains. Et pour cette 24e édition, le thème choisi est le cinéma africain, une esthétique face à son temps. Les réalisations sénégalaises, Le Mouton de Sada, de Pape Bounam Lopi et Bakou de Stéphane Boy sont en lice en compétition. Envoyé spéciaux Massira Faye et Ndeko Madiaye. Pour cette édition, un programme riche a été mis en place. 13 réalisations de 12 pays seront projetées dans la catégorie long métrage. Le Sénégal est bien représenté. C'est l'histoire de Sada, âgé de 9 ans, qui a eu une amitié avec un mouton qu'il a vu grandir, que son père voulait tuer et l'enfant fugue avec l'animal pour le sauver de la mort parce que c'est son ami. Donc le film retrace ce parcours de fugue de l'enfant et cette réflexion que le papa fait sur cette fête qu'elle doit faire sans aussi blesser son unique fils qui est Sada. Ça nous fait plaisir de voir les films voyager, de voir les films regardés par le public, qui est la cible. Et on est content de savoir qu'ici à Khouribga, le film sera vu. Et il faut noter que c'est la première marocaine et qu'après Khouribga, le film aussi va être programmé à la Cinémathèque de Tanger. Le cinéma africain a franchi des étapes importantes pour s'imposer au niveau mondial. Néanmoins, selon les acteurs culturels, il reste des efforts à faire pour consolider ses acquis. Le parcours que le cinéma africain a eu a été un parcours riche, un parcours fait de talent, de grands cinéastes qui ont été reconnus sur le plan international, à l'image de Youssef Chahine, dont on vient de voir un extrait, Le Destin, à la fin de la présentation, à la fin de l'ouverture du festival. C'est également de grands noms qui ont marqué, que ce soit au Burkina, que ce soit en Afrique du Sud, qui ont quand même marqué les imaginaires pour leur faire comprendre que l'Afrique avait également son mot à dire dans ce concert que procure l'image. Le court-métrage instauré lors de la dernière édition fait maintenant partie intégrante de la compétition. D'ailleurs, 14 films de la catégorie ont été sélectionnés. Les jurys qui vont décerner les prix des compétitions officielles et culturelles ont été présentés. Le Festival international du cinéma africain de Khouribga s'est ouvert ce samedi au Maroc. Comme vous le savez, c'est un rendez-vous incontournable des passionnés du cinéma africain. Le Mali est le pays invité d'honneur. Ce soir, producteurs, réalisateurs, acteurs se sont réunis ici. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Voilà, et dans un instant, nous en venons aux régions. C'est pour parler de la suite de la tournée du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique en Casamance. Daouda Ngom est à Agnac aujourd'hui. La première étape de sa visite dans ce village, les populations se relèvent après la crise. Les femmes sont accompagnées par la direction des aires marines protégées, notamment l'exploitation des périmètres maraîchers. Sur place, le ministre a salué cette initiative. Abdoulaye Sinkare. Agnac Petit, dans la commune d'Adéane, une localité autrefois déchirée par la crise casamançaise. C'est de la volonté de restaurer la cohésion sociale qu'est né ce bloc maraîcher avec l'appui du Soforal. Ce périmètre qui a été financé par nos partenaires espagnols, ce bloc maraîcher de Agnac Petit, effectivement a été le lieu où nous avions pu aider les ethnies à se parler et à se réconcilier. En plus, bien entendu, de permettre aux femmes d'avoir beaucoup plus de revenus économiques. Ces femmes peuvent aujourd'hui compter sur l'accompagnement de l'aire marine protégée Kassa Balantokunda à travers le projet AMP Mangrove. Ils sont en train de travailler pour renforcer les capacités des femmes et les former et, pour qu'elles puissent mener des activités génératrices de revenus. Et nous allons renforcer la collaboration, essayer de trouver d'autres partenaires
pour agrandir l'activité, pour renforcer ces femmes, pour qu'elles puissent mener d'autres activités. Aider les communautés à devenir autonomes, c'est aussi une façon de préserver les ressources forestières. Si on veut préserver les ressources, on doit y aller avec les communautés. Parce que tout ce que nous faisons en matière de protection de l'environnement, nous le faisons aussi pour les communautés. Et le président de la République nous le rappelle souvent, nous devons être un service public au service du public. Donc le fait qu'il y ait cette jonction entre la direction des aires marines communautaires protégées et les communautés, c'est-à-dire les groupements de femmes, ça diminue la pauvreté, ça améliore la sécurité alimentaire et du coup, ça nous permet de préserver les ressources naturelles. Avant d'arriver à Agnac, Daouda Ngom a visité la pépinière de Ziguinchor et le Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts à Djibelor. Voilà, merci beaucoup Abdoulaye Sinkare. Le mois de mai marque le début de la saison pluvieuse au Sénégal. C'est le moment des premières précipitations dans la partie méridionale du pays. Dans un Sénégal encore majoritairement agricole, cette saison constitue un véritable espoir dans les campagnes, moins que dans les cités urbaines que menacent les inondations. Hivernage et espoir paysans, c'est une chronique signée Omar Diao. Les paysans du Sénégal, pour reprendre Paul Pellissier, attendent toujours avec impatience la saison pluvieuse aléatoire pour mettre en terre leurs grands espoirs en petites graines que l'on voudrait voir germer, grandir, fleurir, puis produire des moissons nourricières. L'hivernage s'installe donc progressivement du sud au nord selon les lois d'une mécanique céleste bien rodée en général et de la circulation atmosphérique en particulier. Tout ceci semble immuable et répétitif depuis l'aube des temps. Pourtant, il ne fait aucun doute qu'il ne s'agit là que d'une apparence, comme le soleil qui se lève à l'est, tant les bouleversements à l'échelle raccourcie d'une vie humaine sont importants. À une année excédentaire hyper humide peut immédiatement succéder une autre terriblement sèche qui hypothèque les récoltes et compromet la sécurité alimentaire. À ces variations interannuelles de plus en plus marquées viennent s'ajouter les contrastes au plan spatial de la pluviosité aboutissant à ces fameuses poches rouges au pourtour verdoyant apaisant les craintes. Malgré les énormes progrès réalisés grâce aux satellites, aux outils informatiques et aux modèles numériques, la prévision météo sur de longues séquences reste une équation à plus d'une inconnue. On ne doute pas que les événements climatiques extrêmes, chauds, froids, secs, humides ou cycloniques vont se multiplier et devenir plus fréquents. Si les paysans ne souhaitent qu'un hivernage pluvieux, beaucoup de citadins, dont une bonne partie a déserté les campagnes, vivent dans la hantise de devoir patauger. La maîtrise de l'eau, qui a longtemps effrayé les candidats à certains examens, reste encore d'actualité. Un chantier permanent qui dépasse le périmètre strictement agricole. Des tonnes de petits poissons saisis par les douanes sénégalaises avec le commandant de l'aire marine protégée de Gorée et ses hommes. Ces produits sont interdits à la pêche. La saisie s'élève à 100 millions de francs CFA et devait être acheminée dans la sous-région. Lamine Touré. Des tonnes de poissons juvéniles saisis. Le produit est chargé dans plusieurs camions en partance pour la sous-région. Et c'est au Cap des Biches à Dakar que la filature a porté ses fruits. Ce sont des larves, pas des juvéniles. Et ça fait plus de 90 tonnes, voire 100 tonnes. Parce qu'on avait chargé 2 camions de 15 tonnes, plus beaucoup de produits, comme vous le voyez ici, à terre, et qui devaient être chargés. La prise de ces alvéoles est interdite par le Code de la pêche. Dans l'aire marine protégée de Gorée, cette activité illicite est entretenue par des pêcheurs artisanaux avec la complicité de certains individus, selon l'inspecteur régional des pêches de Dakar. Et c'est l'écosystème marin qui est touché. Aujourd'hui, quand on quantifie ce produit-là en produit frais, ça peut faire plus de 200 tonnes. Et ce sont des produits qui constituent la première chaîne alimentaire. Ça fait arriver les gros poissons qui constituent leur première nourriture et en même temps ces poissons demain vont devenir de gros poissons. Et si tout le monde dit qu'il y a une conjoncture, c'est difficile, on va aller vers ces petits produits-là. Demain, d'ici 1 an, 2 ans, il n'y aura plus de poissons. Une opération qui intervient dans un contexte où l'État du Sénégal a pris des mesures fortes pour assainir le secteur de la pêche. Il y va de notre responsabilité. Ce qui crie dans les réseaux sociaux que les poissons sont revenus, ce n'est pas vrai. Chaque année, dans ces mers du Sud, qui sont des zones frayères et des nurseries, parce que c'est des mers assez calmes, les poissons naissent là-bas et ils grandissent. Si on les attaque et qu'on les décime là-bas, demain,
nos ménages n'auront plus de poissons et ça va être extrêmement dur parce que ça remet en question la sécurité alimentaire dans notre pays. Une synergie d'action est préconisée pour endiguer le mal. On va faire des opérations combinées. Ce n'est plus l'affaire unique du service des pêches, ce n'est plus l'affaire unique de l'AMP, ce n'est plus l'affaire unique de la gendarmerie ni la marine, mais désormais, il faut que les gens comprennent, il faut que les acteurs comprennent que de nouvelles mesures sont mises en point et qu'on va faire des opérations mixtes, des coopérations combinées pour éradiquer ce phénomène-là. Cette saisie des alvéoles au Cap des Biches à Dakar renseigne à suffisance que le mal dans l'utilisation abusive de nos ressources halieutiques peut venir de l'intérieur. Nouvel épisode sur notre série sur le moringa, la plante miracle, un allié pour la santé. Elle s'impose dans nos assiettes et rituels de beauté sous forme de feuilles, de graines ou de racines. Elle se déguste en infusion, plat et gâteau, mais aussi en poudre, en huile ou gélule pour profiter de tous ses bienfaits pour l'organisme. Le moringa sous toutes ses formes, c'est un reportage de Ramatadem. Le moringa, aliment ou médicament? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui vu toutes les vertus qu'on lui octroie. Il serait un antidiabétique, il serait efficace contre l'inflammation chronique, contre l'arthrose, contre les maladies cardiaques, l'hypercholestérolémie. Il serait même un médicament contre le cancer. Et la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une base ou une validité scientifique par rapport à toutes ces allégations? Et c'est très simple, la réponse est non. En fait, quand on regarde, on parcourt la littérature scientifique, on se rend compte qu'il y a très peu de preuves scientifiques qui pourraient étayer la prescription en fait, du moringa comme un aliment thérapeutique pour ce que je viens de citer. Il y en a très peu. Or, le moringa est utilisé sous plusieurs formes, en gélule, en tisane, en jus et surtout sans modération. Certains diabétiques ont même remplacé leurs médicaments par le moringa, ou alors ont abandonné toute notion d'alimentation équilibrée, de pratique du sport, au profit du moringa, en se disant que ça va faire baisser leur taux de sucre. Et finalement, ces diabétiques-là se retrouvent avec des diabètes très déséquilibrés et avec des complications du diabète. Il est certes riche en vitamines et minéraux. Et on a dit que le moringa était très riche. En fait, c'est une réalité que le moringa est très riche en vitamine C. Je prends cet exemple-là. La vitamine C, qui est évidemment une vitamine qui est très importante, eh bien, il faut savoir qu'à travers le processus de séchage du moringa, déjà une énorme partie de cette vitamine C est perdue. Alors, quand le moringa est en plus traité à la chaleur, que ce soit bouilli ou en infusion, etc., l'autre partie de la vitamine C est probablement perdue aussi. On dit que le moringa est très riche en fer et que même ce serait un excellent complément alimentaire pour ces personnes qui ont une carence en fer. Malheureusement, le fer qui est contenu dans le moringa, d'abord, c'est vrai, au 100 grammes, il y a pas mal de fer, mais le moringa est une feuille qui est très, très légère. Donc, il faudrait vraiment manger des kilos de moringa pour avoir quelques milligrammes de fer. Et ces milligrammes de fer, ce fer-là qui est contenu dans le moringa, c'est du fer qu'on appelle du fer non héminique, c'est-à-dire c'est le fer que le corps absorbe très peu. Donc, encore une fois, le moringa ne serait pas une source de fer significative. Considéré comme une plante miracle, le moringa est utilisé sous toutes ses formes, liquide, solide, en poudre. Des femmes ici s'intéressent d'ailleurs au moringa et créent des recettes à base de cette poudre magique. Maïté, qui utilise beaucoup de produits locaux, s'est lancée dans les biscuits à base de moringa. Farine de mil et moringa, ils ont des propriétés qui vont très bien ensemble. Et même ma clientèle m'a dit que comme goût aussi, c'est agréable, quoi. Mais elle est du même avis que le docteur Bintou Chersek. Il faut y aller avec modération. Le moringa a assez bien fait, mais comme toute chose, parce qu'il est arrivé, bon, pas directement à moi, mais à des connaissances ils ont su le moringa, ça fait du bien, allez hop, moringa, et ils sont finis à l'hôpital. Donc au lieu de finir par des bienfaits, donc comme toute chose, il ne faut pas abuser, quoi. Fanta, elle, se spécialise dans le jus et le gâteau à base de moringa. Des jus où les feuilles sont bien choisies et mixées pour garder toutes les valeurs nutritives. C'est beaucoup pasteurisé. On évite de pasteuriser le moringa car ça diminue beaucoup ses valeurs nutritives et ça change même la couleur. En fait, je suis une personne de nature un peu curieuse, tout ce qui est culinaire et tout. J'aime tester, j'aime me challenger chaque jour, surtout avec les produits naturels.
Tout ce qui est moringa, tout ce qui est chouché, j'aime bien. Le moringa est également utilisé dans la cosmétique. Il aurait des vertus pour les cheveux et la peau. Laure Barry a introduit le moringa dans la fabrication de ses produits capillaires, ses crèmes pour la peau et même dans ses parfums. Mais dans le domaine cosmétique, on utilise spécialement pour son pouvoir pénétrant, très nourrissant. C'est une huile qui n'est pas forcément lourde, elle est pénétrante, mais elle est très nourrissante. Donc on l'utilise aussi bien pour les produits capillaires que pour les produits corporels, pour les produits visage, etc. Et vous allez voir qu'on a toute une gamme également de produits aussi bien corporels que senteurs à base de moringa. Et Sherona Koundoul a également dans son laboratoire fabriqué sa poudre de moringa. Il a déshydraté à basse température les feuilles de moringa pendant 10 heures, les a broyées pour en faire une fine et légère poudre qu'il appelle l'or vert, tout simplement pour ses vertus, mais également sa capacité à sublimer ses préparations. Il a fait des biscuits de moringa avec la farine de manioc, un gâteau de moringa avec sa poudre magique qui lui vaut cette magnifique couleur et un smoothie de moringa avec du lait et de la banane sans sucre ajouté. Un vrai délice pour les papilles et un réel plaisir pour les yeux. Produit boo xam ne dañ koy conseiller souvent les personnes diabétiques dañuy gis ne même bu fekkee dañoo utiliser ay aliments yoo xam ne dafa am sucre. Les diabétiques consomment du moringa pour baisser le taux de sucre. C'est pour cela que l'on prépare des pâtisseries et boissons à base de moringa et sans sucre ajouté. Le moringa ou nebedaï est riche en nutriments, mais il ne faut en aucun cas en faire un médicament. Vous pouvez tout de même l'utiliser dans votre alimentation tout en respectant les normes de transformation pour éviter tout risque de perdre ses valeurs nutritives. Et toujours respecter l'avis de votre médecin traitant. En attendant, bon appétit. Voilà, merci beaucoup Ramatadem. Le moringa sous toutes ses formes et avec ses vertus et ses nombreux bienfaits. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour le Wolof.